Bonjour à toutes, bonjour à tous. Si vous êtes artiste ou si vous aimez créer, vous avez sans doute déjà entendu parler de ce livre, ou peut-être pas, mais c'est pas grave parce qu'on va en parler aujourd'hui de toute manière. The Artist Way de Julia Cameron, ou Libérer sa créativité dans sa version française, qui est donc un livre pour développer sa créativité et un petit peu guérir son artiste intérieur. Moi c'est Jessica, je suis créatrice d'illustration et de papeterie, je partage mes créations sur ma boutique en ligne et sur mon Instagram. Et j'aimais aussi également beaucoup écrire, mais là pour le coup je ne partage rien du tout pour le moment. J'aime beaucoup créer, mais comme beaucoup d'artistes, comme beaucoup de créateurs, je rencontre parfois certaines difficultés, comme le manque d'inspiration, le manque de confiance, la peur un petit peu de partager du regard des autres, les problèmes pour commencer mes projets, les problèmes pour les finir aussi. Bref, des difficultés qui vous parleront peut-être et qui peuvent vraiment un petit peu impacter et bloquer notre créativité. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser un petit peu aux livres qui parlaient des créativités, d'art et de tous les problèmes qu'il peut y avoir un petit peu liés à tout ça. C'est là que j'ai découvert du coup le livre The Artist Way de Julia Cameron, qui est assez populaire on va dire, surtout aux États-Unis, peut-être un peu moins en France. Mais du coup dans cette vidéo je vais dans un premier temps vous présenter un petit peu ce livre et le concept général de ce livre, puis je vais vous parler de mon expérience, des notions qu'il aborde, des exercices qu'il propose et mon bilan semaine après semaine. Donc The Artist Way, c'est quoi? C'est un livre écrit par Julia Cameron qui existe aussi en français, là je l'ai en anglais mais il existe aussi en français. Par un temps il s'appelait La Voix de l'artiste, maintenant il s'appelle Libérer votre créativité, il est facilement trouvable. Et donc l'objectif de ce livre est de venir développer sa créativité, guérir un peu son artiste intérieur et venir de manière générale se reconnecter à son art. Il s'agit d'un programme en 12 semaines, donc à peu près 3 mois. Chaque semaine, il y a une thématique qui est abordée et il y a des notions qui sont vues et des exercices qui sont proposés donc pour chaque semaine. Ça peut être des exercices, des réflexions, des exercices de journaling, des activités. Je vais vous montrer maintenant un petit peu comment le livre se présente pour que vous fassiez une meilleure idée. Alors je vais vous présenter un petit peu à quoi ressemble le livre à l'intérieur. Donc tout d'abord bien sûr le sommaire avec toutes les semaines que vous allez voir dans le programme, donc ça vous permet déjà d'avoir une première vision d'ensemble. Puis une partie introductive à ne pas négliger puisque ça vient quand même vous parler un petit peu du concept du livre et vous donner une meilleure idée de ce qui vous attend pendant ce programme. Prenez bien le temps de lire tout ça, surtout aussi parce qu'elle vous parle des premiers exercices à faire, dont certains à faire tous les jours, donc voilà, ça s'appelle The Basic Tool, c'est un peu le chapitre le plus important, donc ne passez pas toute cette partie introductive. Ça va vraiment vous présenter les premiers exercices et vous permettre de prendre en main le livre et le programme. Ensuite, chaque semaine, le livre est fait de la même manière. Vous avez le numéro de la semaine ici et le titre. Ici, c'était Retrouver un sentiment d'abondance. La semaine démarre sur un petit paragraphe qui vous explique un petit peu à quoi vous attendre dans la semaine. Ensuite, vous avez quelques pages à lire, donc autour de certaines notions liées donc au thème de la semaine, avec des exemples concrets de l'autrice qui vous permet vraiment de bien comprendre comment ces notions peuvent vous affecter. Donc une chose que j'aime beaucoup, c'est déjà qu'il y ait pas mal de place dans la marge, en tout cas pour cette édition-là, ce qui vous permet de prendre vraiment des notes, et pour ce genre de livre, je pense que prendre des notes c'est assez important. Puis il y a aussi tout au long de ces lignes des petites citations de temps en temps, j'avoue que je ne les lis pas toutes, mais voilà, je trouve ça sympa d'avoir ce genre de petites phrases un petit peu partout. Alors pas toutes les semaines mais de temps en temps vous pouvez avoir des exercices aussi que vous pouvez faire directement sur le livre. Là par exemple c'était des phrases à compléter autour de l'argent du coup, vu que c'était le thème de la semaine. Puis vous arrivez à la partie des tâches, donc ça sera tous les exercices à faire dans la semaine. Il n'y en a pas 50 000 non plus, mais voilà, il y en a quand même pas mal. Donc comme vous avez vu, le chapitre est jamais très long, donc c'est assez rapide à lire. Donc vous pouvez rentrer bien dans le programme, vous n'allez pas passer plus de temps à lire qu'à faire les exercices. Donc je vous recommande de lire un petit peu tout ça, soit le dimanche soir, soit le lundi matin. Au moins vous avez vraiment toute la semaine pour faire des exercices et vous êtes tranquille. Et à la fin de chaque semaine, il y a un peu le check-in qui vous permettra d'avoir quelques questions pour faire un petit bilan de votre semaine. Que vous pouvez faire soit ici, soit dans votre carnet de journaling. Et puis ensuite, la semaine suivante, et on repart sur la même chose. Donc comme vous le voyez, les chapitres sont très courts, ça va très vite à lire. C'est bien aéré et bien axé sur la pratique, donc c'est très sympathique. Pour ma part, j'ai commencé début septembre 2025, donc je suis à la fin de la semaine 4 au moment où je tourne cette vidéo. Donc j'ai fait déjà un tiers du programme.
Donc le premier point que je veux mettre en avant avec ce livre, c'est qu'il est vraiment ouvert à tout type de création. Certes, ma chaîne est tournée autour de l'illustration et du dessin, et donc peut-être ça vous parlera. Mais si vous êtes écrivain, enfin si vous aimez écrire, ça peut s'appliquer à vous aussi. Que vous fassiez de la peinture, de la musique, de la danse et tout ça. C'est vraiment ouvert à tous les types de domaines créatifs. Le second point, c'est que, vous l'aurez peut-être compris ou non, ce livre est très axé un petit peu développement personnel. Ça peut en bloquer certains, mais d'un côté, faut se dire que tous les blocages qu'on a en tant qu'artiste, en tant que personne créative, c'est souvent lié à des blocages, on va dire, mentaux. Que ce soit le manque de confiance en soi, la comparaison par rapport aux autres, un petit peu les problèmes de procrastination, la peur de pas faire un truc parfait, enfin ça vous parlera peut-être, mais voilà, tout ça c'est des blocages mentaux. Donc ça paraît un petit peu logique d'avoir travaillé sur soi pour améliorer son art, parce que souvent nos blocages, c'est rarement des trucs purement techniques, c'est souvent des blocages qui viennent de nous en premier lieu. Donc c'est assez important, je trouve, de travailler un petit peu sur soi. Même si vous avez un petit peu des problèmes avec le développement personnel, gardez l'esprit ouvert, parce qu'il peut y avoir vraiment des trucs pour vous aider. Et enfin, le troisième point que j'aime plutôt particulièrement avec ce livre, c'est qu'il y a quand même pas mal d'exercices, pas mal de tâches à faire chaque semaine. Donc on est sur quelque chose qui est quand même assez concret et on se demande pas chaque semaine ce qu'on fait. Donc ça peut être des exercices de journaling, des questionnements, des réflexions sur lesquelles poser un petit peu nos pensées. Ça peut être des activités, des exercices un petit peu plus concrets. Il n'y a pas d'exercice, en tout cas pour le moment, il n'y a pas d'exercice artistique pur et dur. Donc c'est plus des activités, on va dire, au-delà pour débloquer certaines choses. Mais voilà, donc j'aime bien ce côté concret quand même, ce côté pratique qui fait qu'on peut passer à l'action, on peut faire des choses quand même. Voilà, donc maintenant je vais vous présenter les 4 premières semaines un petit peu plus en détail, au moins vous ferez peut-être une idée plus précise de ce livre et de comment ça se déroule. Alors je vais commencer par vous présenter la semaine 0 qui n'existe pas en soi, mais c'est plus un petit peu la partie introductive de ce livre. La partie introductive présente 2 outils qui vont nous accompagner tout le long du programme, donc il faudra faire vraiment toute la semaine parce qu'il y a des tâches spécifiques à chaque semaine. Et ces 2 exercices qui vont devoir revenir. Le premier exercice, c'est les 3 pages de journaling matinal. Donc tout est un petit peu dans le nom, hein. Il s'agit d'écrire 3 pages à la main sur un petit peu ce que vous voulez, dans un carnet ou sur des feuilles libres, ce que vous voulez, mais ça doit être fait à la main. Le but c'est vraiment de faire cette activité quotidiennement, donc tous les matins, pour un petit peu se vider l'esprit, pour mettre tous vos pensées par écrit. Parce que c'est vrai que souvent on a pas mal de pensées dans la tête, mais on s'arrête sur rien, on met jamais vraiment de mots sur les choses. Donc là ça va être un premier truc de mettre les mots sur les choses. Et c'est aussi intéressant d'écrire même quand vous ne savez pas quoi écrire, parce que justement vous allez venir un petit peu creuser et il y a des pensées qui vont venir naturellement, des pensées sur lesquelles vous ne serez peut-être pas arrêté si vous n'écriviez pas tous les jours. Parce que souvent on aura tellement de pensées qu'on ne s'arrête pas sur tout. Et ça peut vous débloquer certains trucs, ça peut vous donner certaines petites révélations, certains petits déclics sur certaines choses. Ça peut vous donner de l'inspiration. Il faut savoir que je faisais déjà du journaling avant de commencer ce programme, sauf que j'en faisais, on va dire, 1 à 2 fois par mois. Et c'est souvent, on va dire, dans un truc très concret, dans le sens où c'était pour faire un petit peu mon bilan du mois, ou alors parler d'un problème spécifique que j'avais, ou voilà, vraiment fixer des objectifs. Donc on va dire, je savais d'avance sur quoi j'allais écrire. Et donc je me demandais, j'avoue quand j'ai commencé, si les exercices de journaling quotidien, ça allait vraiment changer quelque chose par rapport à ma pratique d'avant. Et en fait, bah oui, c'est vrai que comme quand je faisais du journaling mensuel, j'allais me concentrer sur les gros trucs, quoi. Les gros objectifs, les gros bilans et tout ça. Et là, le fait de le faire quotidiennement, bah, ça m'a amené à avoir des pensées sur des petits trucs auxquels j'ai jamais vraiment réfléchi. Et donc ouais, ça m'a fait quelques petits déclics sur certains trucs, quelques belles réflexions aussi sur des sujets. Genre à un moment je suis allée écrire je sais pas combien de pages autour de la spiritualité, des trucs comme ça, de ma manière un petit peu de voir le monde, de comment je conçois certaines choses. Et le fait de te poser vraiment et de mettre des mots sur tout ça, bah, c'était super intéressant. Donc ouais, ça me permet d'avoir pas mal de petites réflexions que j'aurais pas eues sur des sujets que généralement auxquels je ne pense pas spécialement. Et souvent quand j'écris, je passe d'une pensée à une autre.
Vraiment, je ne me mets aucun blocage et ne vous en mettez pas non plus. Donc vraiment, ne venez pas chercher à écrire sur un thème précis, laissez venir. Si vous sautez d'un sujet à l'autre, il n'y a aucun souci. Le but, c'est vraiment d'écrire le plus librement possible. Et enfin, si vraiment ça vous fait peur de vous dire oh mon dieu, je sais pas du tout sur quoi je vais écrire, sachez que il y a tellement d'exercices chaque semaine que il y a des exercices que vous pourrez intégrer dans votre session de journaling, donc ça vous fera déjà certains sujets sur lesquels déjà réfléchir. Par contre, on va pas se mentir, c'est un exercice hyper chronophage, ça me prend un certain temps. J'avoue que je ne fais pas toujours les 3 pages, et ça aussi c'est un autre truc, c'est que je préfère écrire même si c'est une page, même si c'est que 2 pages, plutôt que de ne rien écrire du tout. Et c'est en ça que la semaine 0 que j'ai un petit peu inventée me sert, c'est que j'ai consacré cette semaine à que commencer à mettre en place cet exercice de journaling et donc de le faire un petit peu tous les jours. Mon but c'était vraiment de venir ancrer l'habitude pendant cette semaine 0, histoire de vraiment écrire un petit peu tous les jours, même si c'était pas 3 pages, même si c'était pas le matin, parce que ça aussi c'est un autre de mes problèmes. Je fais mon journaling souvent le soir. Du coup c'est un exercice que j'ai bien réussi à intégrer maintenant. Je fais quasiment 3 pages tous les jours et ouais, je trouve que ça peut avoir son utilité de le faire quotidiennement. Je sais pas si après le programme je le continuerai vraiment quotidiennement parce que comme j'ai dit ça prend pas mal de temps. Mais on verra, pour l'instant je trouve que c'est plutôt utile et c'est un exercice que j'apprécie bien. Le second outil de cette semaine 0, cette partie introductive, et qu'il faudra lui mettre en place toutes les semaines, c'est ce qu'elle appelle The Artist Date, le rendez-vous de l'artiste. Et donc là il s'agit de prendre un petit rendez-vous en tête à tête avec vous-même et un petit peu votre artiste intérieur pour faire quelque chose, on va dire, qui vous nourrit un petit peu créativement parlant. Donc ça peut être une sortie au musée, une promenade, prendre du temps pour jouer un instrument, prendre du temps pour dessiner, écrire, peu importe ce que vous faites. Mais c'est vraiment consacrer un moment à quelque chose de créatif dans votre semaine. Et surtout, l'autre point, c'est aussi de faire cette chose-là en solo, surtout au début. Donc pour moi, j'avoue que c'est pas un exercice qui me pose trop de problèmes, étant donné que j'ai souvent pas mal de temps pour moi la semaine, donc je peux faire mes petites activités créatives. Et surtout, je suis un petit peu dans les personnes introverties, donc j'aime bien passer du temps seule. J'en ai même besoin. Et du coup, donc pour moi, être solo à faire mes trucs créatifs, c'est pas du tout un problème. Donc c'est vrai que cet exercice peut être plus problématique si, si vous êtes très extraverti, que vous n'avez pas l'habitude de faire des choses seul, ça peut être un petit peu inconfortable pour vous, mais ça vous fera beaucoup de bien, je pense, à la longue. Donc voilà, essayez de vous faire des petites listes d'idées pour ces petits rendez-vous artistiques. Ça peut être des choses très simples, comme je vous ai dit, des fois mon truc c'est d'aller me faire une petite promenade en nature. Essayez de vraiment vous écouter vos envies du moment. Et après, libre à vous de faire ce que vous aimez, ça va vraiment dépendre de vous. Donc voilà, c'est les 2 outils qu'il faudra faire pour le journaling chaque jour et pour The Artist Date, ça sera chaque semaine. Il faudra consacrer un petit peu de temps à ça. Pour l'instant, The Artist Date, ça m'a pas apporté plus que ça, étant donné que je prenais déjà ce temps pour moi, donc il n'y a pas eu de grands changements pour moi. Mais c'est vrai que si pour vous, vous ne prenez jamais du temps pour votre activité créative ou quoi que ce soit d'autre, pour vous nourrir un petit peu créativement parlant, ça vous fera pas de mal de prendre ce petit rendez-vous, ce petit temps juste pour vous faire plaisir. Donc voilà pour la semaine d'introduction. C'était une semaine qui me permettait de prendre un petit peu en main le livre, de le découvrir et surtout de commencer à mettre en place les exercices, les 2 premiers outils là, à un moment où j'avais rien d'autre à faire. Parce qu'après, quand les semaines vont arriver, il va y avoir des nouveaux exercices en plus. Donc c'est bien de faire un petit peu ce tour de chauffe avec cette semaine 0, histoire de commencer à mettre les premiers outils en place et les premiers exercices, les ancrer dans vos habitudes. Donc la semaine 1 qui s'appelle retrouver un sentiment de sécurité. Et cette semaine est donc consacrée un petit peu à retrouver un sentiment de sécurité vis-à-vis de notre identité d'artiste, qu'on met parfois un petit peu de côté parce que c'est souvent vu plus comme un hobby, plus comme un truc un petit peu enfantin ou quoi que ce soit. Donc parfois on peut un petit peu étouffer cette part artistique de nous. Et donc la semaine 1 a pour but de venir nous réconforter un petit peu avec cette identité-là. Pendant la semaine 1, on vient surtout beaucoup travailler sur tout ce qui est croyances limitantes et nos pensées un petit peu négatives qu'on a autour de l'art en général
et peut-être de nous-mêmes. Genre je ne suis pas assez bon par rapport aux autres, personne ne voudra acheter mon art, d'ailleurs je suis même pas un vrai artiste, et tout ce genre de pensée très sympathique qui fait que parfois ça nous bloque un petit peu dans notre art parce que si tu penses que t'es nul, que ça intéresse personne ce que tu fais, tu vas avoir du mal à te lancer dans un projet, tu vas avoir du mal à le partager. Toute la semaine 1 elle est vraiment axée sur le fait de venir travailler sur toutes ces croyances un peu négatives, venir déconstruire toutes ces croyances limitantes. Donc moi je vous donne ma petite recette du coup pour le faire. Donc tout d'abord c'est d'identifier la croyance limitante que vous avez, un peu la pensée négative, par exemple je ne suis pas un vrai artiste, je ne suis pas assez talentueuse par rapport à d'autres, blablabla. Ensuite, un point intéressant, c'est d'identifier le faux avantage que cette croyance peut vous donner. Parce que souvent, tous les discours négatifs qu'on a, ils nous apportent un truc quand même si on s'en rend pas compte en premier lieu. Et donc, spoiler alert, souvent ce faux avantage, c'est le fait de ne pas essayer, le fait de... Au moins si vous n'essayez pas, vous restez bien dans votre zone de confort en sécurité. Parce que le cerveau il aime bien le connu, il aime bien le truc qu'il peut contrôler, maîtriser et qu'il connaît. Donc c'est souvent ce faux avantage là. C'est bien d'en avoir conscience pour un petit peu mieux voir le mécanisme qui se joue derrière toutes tes petites pensées. Ensuite la troisième étape c'est de venir un petit peu identifier les sources, les raisons qui font que vous avez ces croyances là. Parce que comme je le dis, souvent ça vient de sources complètement nulles. Et très souvent vous allez voir que ces sources-là sont très minimes. Je veux dire dans le sens où c'est un truc qu'une personne t'a dit une fois, alors qu'il peut y avoir 40 personnes qui t'ont dit 40 fois que ce que tu fais c'est génial. Mais souvent c'est ce commentaire-là que tu vas retenir, puisque notre merveilleux cerveau est une éponge à négativité, on retient mieux les trucs négatifs malheureusement. Mais du coup c'est bien de faire un petit peu la balance de ce genre de choses. Ensuite, pour vraiment venir déconstruire cette croyance limitante, c'est que vous allez venir un petit peu trouver des contre-exemples de vos croyances. Par exemple, si vous dites mes créations n'intéressent personne, allez trouver des contre-exemples. Allez trouver ne serait-ce qu'une personne qui a un jour liké votre contenu. Peut-être si vous avez vendu, même si vous n'avez pas beaucoup de clients, si vous en avez déjà eu un, c'est que ça intéresse quelqu'un. Est-ce qu'il n'y a pas déjà des gens qui sont très curieux ou intéressés par ce que vous faites? Est-ce que vous n'avez pas eu déjà des commentaires qui vous ont dit que c'était cool ce que vous faites? Bref, ce genre de choses. Et en fait, ça vient mettre un petit peu en opposition vos croyances qui sont bien que ça, quoi, que des croyances, des pensées, des trucs pas réels, et les faits concrets, réels, ce qui se passe dans la réalité. Et souvent, c'est là que vous allez voir qu'il y a un écart entre ce que vous pensez et la réalité. Parce que dans la réalité, il y a sans doute des gens qui se sont déjà intéressés à ce que vous faites, qui aiment ce que vous faites, qui vous supportent, qui vous ont montré de l'intérêt. Donc, vos croyances et la réalité, il y a souvent un monde entre les deux. Donc c'est hyper intéressant de vraiment bien voir ce que les faits concrets disent et pas juste ce que vos pensées dans votre tête disent. Et enfin, la cinquième étape est tout simplement à partir de ces contre-exemples que vous venez de dire, à partir de faits réels, du coup, vous allez venir vous construire des affirmations un petit peu plus positives, des trucs mieux, dans le sens oui, il y a des gens qui s'intéressent à ce que je fais. Oui, il y a des gens qui aiment mon art, il y a des gens qui sont prêts à acheter mon art, bref, ce genre de choses. Et au moins vous venez un petit peu nourrir votre cerveau de positivité. Et ça fait pas de mal. Cette semaine a été plutôt intéressante pour moi parce que ça m'a permis de vraiment prendre conscience un petit peu de à quel point mes croyances, tous les trucs négatifs qui m'impactent au quotidien, c'est vraiment justement ça, que des croyances, que des pensées. Et que quand je compare à la réalité des faits, il y a toujours... vraiment un écart entre les deux choses, et donc voilà, ça m'a permis de prendre un petit peu de recul et je fais un petit peu plus gaffe à mes pensées, donc je trouve cette semaine là plutôt intéressante. Ensuite vient la semaine 2 qui s'appelle retrouver un sentiment d'identité et qui est un petit peu centré sur le fait de justement recentrer un petit peu notre vie sur nos intérêts artistiques, sur notre créativité, et un peu d'analyser où c'est qu'on met notre temps. Est-ce qu'on le met dans des choses créatives? Qu'est-ce qui nous prend du temps? Qu'est-ce qui nous bouffe notre temps, que ce soit des gens ou plus généralement pour notre génération, je pense beaucoup les réseaux sociaux, le scrolling et tout ça. Parce que souvent l'une des excuses c'est qu'on n'a pas le temps de faire des choses créatives, alors que très souvent par-ci par-là on peut en trouver pas mal. Ensuite il y avait un exercice intéressant que j'ai bien aimé faire, c'était de lister 20 choses qu'on aime faire, 20 activités créatives ou même pas spécialement créatives au sens premier du terme, mais 20 choses qu'on aime bien faire.
et noter la date de la dernière fois où on les a fait. Et là c'est intéressant de voir à quel point souvent les trucs qu'on aime c'est les trucs qu'on fait passer au second plan parce qu'on n'en fait jamais une priorité. Et donc le but de la semaine c'était aussi de choisir 2 ou 3 de ces activités et d'essayer de les faire cette semaine dans ce qui était possible. Parce que c'est vrai qu'on fait jamais de notre créativité, de nos loisirs une priorité, quoi. Et donc c'est bien de retrouver un petit peu de temps à faire ce qu'on aime. J'ai plutôt bien aimé cette semaine, ça m'a permis de me reconnecter un petit peu avec des trucs que j'avais pas fait depuis longtemps. Et surtout dresser cette liste, ça pourra vous donner une liste d'idées et d'inspiration pour vos rendez-vous artistiques hebdomadaires. Voilà, donc non, c'est plutôt bien d'avoir cette petite liste d'idées des 20 choses qu'on aime. Au moins, dès que vous avez un moment, vous en choisissez une dans la liste et ça vous donnera des idées plutôt que d'avoir à chaque fois à vous creuser la tête, parce que des fois on a tellement de choses qu'on aimerait faire qu'au final on finit par rien faire. Enfin moi en tout cas c'est souvent mon cas. Donc c'est bien d'avoir cette petite liste sous la main et au moins ça vous garantit de consacrer un petit peu du temps à quelque chose que vous aimez. Et surtout en éliminant un petit peu les étapes de décider, de choisir ou quoi que ce soit, ça fait que votre cerveau va plus facilement aller vers l'idée. Parce que chaque fois que vous avez une décision à prendre, c'est un palier où votre cerveau peut vous dire oh non, viens on reste plutôt là, scroller, viens on reste au lit. Donc au moins vous avez des décisions à prendre, c'est pour ça que le faire au hasard c'est aussi bien, ça vous évite de prendre une décision et de réfléchir pendant 3 heures. Moins vous avez des décisions à prendre, plus vous allez agir, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite vient la semaine 3 qui s'appelle retrouver un sentiment de pouvoir. Donc qui est souvent un concept de retrouver du pouvoir par rapport à ses émotions, notamment certaines comme la colère ou comme la honte ou aussi comme l'admiration. C'est souvent des sentiments qu'il faut voir un petit peu comme plus un indicateur, une sorte de boussole vers ce qui nous tient à cœur. Donc c'est plutôt pas mal de pouvoir retrouver un petit peu de contrôle sur tout ça. Dans cette semaine il y avait pas mal d'exercices autour de ce qu'on aimait faire quand on était enfant, ce qu'on a accompli, quand on était enfant, la manière dont on décorait notre chambre et ce genre de choses. Parce que je pense que quand on est très petit, on s'en fiche un petit peu du regard des autres. Donc on va vraiment faire et apprécier des choses qu'on aime, on n'aura pas de honte spécialement par rapport à ça. Donc c'est un petit peu bien de voir aussi ce qu'on aimait en tant qu'enfant. Après c'est normal aussi de grandir et de changer de centre d'intérêt. Mais voilà, de se reconnecter un petit peu à certaines choses qu'on aimait à l'époque. Ça peut être intéressant de voir si aujourd'hui on les aime toujours, est-ce qu'on les assume, est-ce qu'on a des choses que peut-être on cache un petit peu. Et un autre exercice que j'ai trouvé très intéressant, c'était celui de lister 5 personnes que tu admires et lister 5 personnes qui sont décédées et avec qui en gros tu aimerais passer du temps. Et le but c'est de faire cet exercice de manière assez spontanée, de dire là maintenant tout de suite quelles sont les 5 personnes que tu admires vraiment actuellement dans le monde et les 5 personnes à qui que tu aurais aimé rencontrer. Et le fait de faire cet exercice très spontanément, de voir un petit peu les noms qui te viennent spontanément, c'est intéressant parce qu'ensuite tu vas venir dans une seconde phase en réfléchissant un petit peu plus et en vraiment essayant de voir s'il n'y a pas des gens que tu admires mais peut-être plus secrètement, peut-être des gens que tu apprécies mais que tu n'assumes pas trop, ou à l'inverse des gens que tu crois admirer, peut-être qui t'impactent pas réellement et que tu donnes leur nom parce que tu crois que c'est des qualités qu'il faut admirer, donc tu dis c'est un peu logique d'aller les admirer. Cet exercice a été assez intéressant pour moi, d'un petit peu faire la liste de toutes les personnes que j'admirais, que j'appréciais et essayer de vraiment réfléchir à pourquoi je les admire, c'est quoi les qualités qui reviennent un petit peu dans toutes. Et un autre point pour lequel j'ai eu vraiment du mal à trouver qui c'est que j'admirais, c'est que souvent ce que j'aime c'est ce qu'ils font et pas forcément eux-mêmes, parce que des fois je les connais très peu, voire pas du tout, voire je ne sais même pas à quoi ils leur ressemblent. C'est souvent leur création, leur travail que j'aime bien plus que eux-mêmes, leur personnalité ou leur quoi que ce soit. C'était intéressant d'essayer de faire la part des choses entre est-ce que j'aime bien lui pour ce qu'il est ou est-ce que je l'aime bien pour ce qu'il crée. Mais d'un côté je me dis on met toujours un petit peu de soi dans ce qu'on crée, donc c'est un petit peu leur reflet à eux. Par exemple si je pense à une personne que j'aime beaucoup, Tim Burton, mais en fait c'est ses films que j'aime beaucoup. Son univers, c'est son esthétique et l'ambiance qu'il fait, le côté étrange, un peu marginaux qu'il arrive à créer tout en faisant un truc beau et tout ça, mais justement c'est vraiment ses créations, ce que
j'apprécie Tim Burton en tant que personne, bah la vérité c'est que j'en sais pas grand chose étant donné qu'aux dernières nouvelles je ne l'ai pas rencontré. Ça a été un peu difficile par rapport à ça. Je suis partie du principe que si j'aimais plusieurs œuvres de certaines personnes, je sais que a priori bah, je devais bien accrocher avec ces personnes, donc j'ai fait comme ça. Donc c'est un peu compliqué mais c'était un exercice intéressant. La semaine 4 qui est donc une semaine qui s'intitule Retrouver un sentiment d'intégrité. Une semaine un petit peu où on fait un petit peu le point, où on voit un petit peu les changements qu'il y a eu et surtout où il y a un plus gros challenge qui s'appelle Reading Deprivation, donc privation de lecture. Et oui, c'est en gros le gros exercice de la semaine. Donc c'est un truc un petit peu comme la Digital Detox, mais qui va concerner toute la lecture du coup, les réseaux sociaux, les films, les séries, les choses de ce genre. En gros, le principe de ce challenge, c'est de supprimer un petit peu toutes les activités avec lesquelles tu viens un petit peu te distraire de tes pensées. Toutes les activités que tu fais pour pas être seule à seule avec tout ce qu'il y a dans ta tête. Donc c'est souvent des activités où tu prends un petit peu les mots des autres. Genre quand tu lis, t'es en train de lire les mots d'un autre, les pensées d'un autre, et donc pas les tiennes. Pareil quand tu regardes des séries, pareil quand tu scrolles sur les réseaux sociaux. Donc pour moi c'est un très gros challenge parce que c'est beaucoup d'activités que je fais. Donc je vais passer directement en mon bilan. Non, je n'ai pas réussi à tenir. Déjà pour moi la lecture c'est hyper compliqué d'arrêter. C'est une activité que je fais quotidiennement et que je fais depuis des années, donc arrêter une telle habitude c'est très dur. Mais j'ai quand même essayé de trouver un moyen de pallier à ça, c'est que déjà je n'ai pas lu de fiction de toute la semaine. J'ai essayé de lire que des non-fiction, donc des trucs qui m'apprennent des choses, donc qui me font quand même réfléchir et donc qui me déconnectent pas complètement de mes pensées et de moi-même. Et sinon par contre j'ai beaucoup arrêté les réseaux sociaux pendant cette période-là. Et ça c'est une habitude que j'aimerais bien garder parce que je passe un temps à scroller. Parce que d'un côté je crée du contenu donc c'est normal que je sois sur certains réseaux sociaux. Mais d'un autre côté je passe beaucoup trop de temps dessus, du temps qui n'est pas nécessaire. Donc là je suis un petit peu arrivée à j'y vais 5 minutes le matin, je regarde un petit peu tout ce qu'il y a, je réponds aux gens, je parle aux gens voilà avec tout ça. Puis j'y vais vraiment en fin de soirée. Et j'y vais plus en journée, ce qui est déjà un gros exploit pour moi. TikTok, Twitter, j'y suis plus allée de toute la semaine, ce qui m'a fait beaucoup de bien. En soi, le problème des réseaux sociaux, c'est qu'il y a beaucoup cette peur de passer à côté de quelque chose, la fameuse FOMO, la Fear of Missing Out. T'as l'impression que tu vas rater un truc si t'es pas H24 sur les réseaux sociaux. Et donc ouais, c'est pour ça que tu y retournes toutes les 5 minutes et au final il se passe rien du tout, si ce n'est que tu perds un temps fou. Donc pour ce point là ça a été pas mal ce challenge. Et enfin ce challenge t'invite à la place de faire d'autres activités. Ça peut être le fait de dessiner, d'écrire, d'aller faire du rangement dans ta maison, de refaire la déco, d'aller réparer des trucs, d'aller cuisiner, d'aller jardiner, bref ce que tu veux, mais à un moment où t'es seul à seul, en tête à tête avec toi-même, que t'es un petit peu dans ce silence, parce que c'est vrai que souvent tout ce qui est lecture, réseaux sociaux, séries, films, tout ça, télévision, ça vient un petit peu faire un brouhaha pour qu'on soit pas dans ce silence avec nos pensées. Ça vient vraiment un petit peu couvrir ça. Et j'ai remarqué que je le faisais vraiment, même inconsciemment. Parce que même si j'étais vraiment dans l'optique de réussir ce challenge, le nombre de fois où j'ai commencé à dessiner et que inconsciemment je me suis lancé une vidéo YouTube pour avoir un sorte de bruit de fond. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à être seul avec nous-mêmes. Mais du coup ce challenge a été assez compliqué, donc pas du tout relevé pour ma part. C'est dur de faire ce challenge si t'as pas pour objectif de garder ses habitudes, dans le sens où je ne vais pas supprimer la lecture de ma vie, c'est impossible. Et donc ouais voilà, c'était un petit peu compliqué cette partie là, de réussir à tenir, sachant que de toute manière tu vas pas continuer ça après cette semaine là. Mais vraiment j'ai réussi à me prendre quand même pas mal de temps plus seule, sans mettre de choses en fond, sans bruit, donc sans brouhaha pour couvrir mes pensées. Et est-ce que ça a changé vraiment grand chose? J'avoue que non, parce que comme j'ai dit, je suis une personne qui est déjà beaucoup dans ses pensées de base, beaucoup solo, surtout que j'aime bien faire des promenades, des trucs comme ça, donc j'ai souvent dans la semaine des temps rien que pour moi et mes pensées. Moi ça m'a pas spécialement impacté pour le point de vue créatif, pour le point de vue écouter ses pensées. Enfin, j'en ai pas l'impression. Après, voilà, j'ai pas fait le challenge à 100%, donc peut-être que ça a joué aussi.
Mais bon, je vais quand même garder dans l'habitude de limiter mes réseaux sociaux sans complètement les supprimer, parce qu'il faut pas se mentir, on vit en 2025. Voilà, les réseaux sociaux font partie de notre quotidien, c'est normal d'être dessus. Mais il faut quand même réussir à les contrôler et à bien les doser. J'ai vu que par exemple en allant sur Instagram que 2 fois par jour, 5-10 minutes grand max, bah, c'était largement suffisant. Je ne passais pas à côté de quoi que ce soit, je n'ai pas raté des choses. J'ai pas fait le challenge jusqu'au bout. J'ai essayé quand même de l'intégrer, mais c'est vrai que par contre ce qui m'a vraiment marqué c'était de voir à quel point spontanément j'allais mettre un bruit de fond dès qu'il y avait du silence. Genre que ce soit Twitch ou YouTube surtout. Vraiment c'était un petit peu inquiétant de voir que vraiment c'est un déclic dans le sens où je sors un carnet pour dessiner, boum, il y a YouTube derrière ou il y a Twitch derrière. Ça reste une bonne semaine quand même. J'ai été plutôt créative, j'ai lancé des nouveaux projets et donc voilà. Mon bilan global de ces 4 semaines est plutôt positif. J'ai pas mal travaillé sur moi, sur certaines croyances que j'ai, sur certains blocages mentaux. Après j'ai pas été méga productive non plus. Parce que c'était un de mes enjeux avec ce livre, d'arriver à être un petit peu plus productive créativement parlant, parce que c'est vrai que j'ai du mal à commencer des projets, mal à les finir parfois. Et autant j'imagine beaucoup de projets mais je passe pas réellement à l'action, donc je ne vais pas vraiment dessiner, je vais pas écrire. Donc en ce moment j'avais un peu du mal avec ça et donc c'était ce que j'attendais un petit peu de ce livre. J'ai quand même fait certaines choses un petit peu en dehors de ma zone de confort. J'ai aussi un petit peu fini et bouclé certaines choses que je laissais traîner, par contre pour ça c'était pas mal. Est-ce que c'est en lien avec ce livre ou pas, je ne pourrais pas le dire. Le seul aspect qui peut me bloquer parfois avec ce livre, c'est que ça parle beaucoup de spiritualité, de Dieu, même si c'est pas au sens religieux du terme, mais de Dieu, du créateur, de la source, appelez ça comme vous voulez. Et ouais, parfois j'ai un petit blocage avec cette notion-là. Donc c'est le truc avec lequel j'ai le plus de mal avec ce livre pour le moment. Sinon j'arrive à maintenir mes habitudes de journaling, j'arrive à maintenir mes habitudes de rendez-vous artistiques. Je fais les exercices généralement dans la globalité, sauf ceux que vraiment je ne peux pas faire ou qui ne m'apportent pas grand-chose dans le sens où c'est des réflexions que j'ai déjà eues il y a quelques temps. Globalement je fais bien mes exercices, je suis le truc. Je trouve ça intéressant l'exercice de journaling, pour l'instant c'est ce qui m'intéresse le plus, enfin qui a eu le plus d'impact je pense, qui m'a apporté plus de réflexion et plus de gros déclics, de petits changements qui arrivent progressivement. J'ai vu pas mal de changements dans ma vie mais ça c'est toujours difficile de dire qu'un changement c'est dû à ça, ou est-ce que c'est parce que j'ai commencé à vouloir changer que j'ai commencé ce livre, je ne sais pas. Parce que ce livre-là, je l'ai depuis un petit moment. Mais par contre, je vois que j'ai diminué grandement ma quantité de café. Parce qu'avant, je ne préfère pas dire à combien j'étais. Je dors pas plus tôt, mais je dors mieux. Et surtout, j'ai l'impression d'avoir dormi le matin quand je me réveille. Et surtout, j'ai remarqué qu'en ce moment, je rêve beaucoup. Je me souviens beaucoup de mes rêves. Et je rêve quasiment, enfin je crois qu'on rêve tous les soirs quoi qu'il arrive, mais je m'en souviens de tous les soirs que je rêve, donc peut-être que ça a libéré aussi un petit peu le cerveau. Peut-être voilà, je suis plus à l'écoute, je ne sais pas quoi encore en conclure de tout ça. Mais ouais, je vois qu'il y a eu quand même des petits changements, que ce soit dans ma manière de concevoir les choses ou de faire. Après j'attends encore un petit peu plus que c'est un impact concret sur ma créativité, donc on va voir ce que ça donne. Voilà pour ces 4 premières semaines, j'espère que ça vous aura permis d'avoir une idée globale de ce livre. Je ne sais pas si vous le connaissiez ou pas, mais au moins j'espère vous avoir donné une idée plus précise du concept de ce programme. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, comme ça je referai un point dans 4 semaines et je referai un point final sur le livre pour voir s'il y a eu vraiment des changements, si ça a vraiment impacté ma créativité et mon art, et voir ce que je garde, ce que je continue après le programme et ce que je jette. Donc voilà, ça vous permettra de vous faire une idée qui est bien évidemment basée sur mon expérience personnelle, ça n'engage que moi. De manière générale, n'hésitez pas à me dire si vous aimez un petit peu ce concept où je vous fais un petit peu un retour sur un livre, puisque si ça vous plaît, je peux faire ça sur d'autres livres autour de la créativité, parce qu'il y en a qui ont l'air pas mal. Donc c'est bien aussi d'avoir un retour d'expérience, voir si ce genre de livres peuvent vous correspondre et peuvent vous aider. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner,
à mettre un like, à mettre un petit mot, ça me fait toujours très plaisir et ça me soutient énormément. Merci à vous, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une belle créativité d'ici là.